Albert Mathiez, donc, le grand historien de la Révolution française. Je rappelle ses dates de naissance et de mort pour le situer, 1874-1932. Mathiez a été un immense travailleur dans sa vie relativement courte, malgré tout pour un intellectuel. Et il a étudié l'histoire à partir des archives, bien sûr. Je reviendrai sur cette question parce qu'elle me paraît tout à fait importante. Et il a fait ce travail à une époque de grandes tourmentes, au pluriel les grandes tourmentes, hein, parce qu'il a commencé véritablement à s'occuper de l'histoire de la Révolution française avec le travail de sa thèse, donc à la fin du XIXe siècle, les dernières années du XIXe siècle, et il a soutenu sa thèse en 1904, sous la direction d'Alphonse Hollard. Et cette thèse portait sur des questions religieuses, sous la période du Directoire pour commencer. Et ensuite, à cette époque-là, on faisait les deux thèses, parce qu'en France, on fait deux thèses, on le fait toujours d'ailleurs, mais enfin sous d'autres formes aujourd'hui, enfin peu importe. Et il avait fait la thèse principale sur le Directoire, et ensuite il a fait une thèse complémentaire sur les cultes religieux, les cultes républicains, plutôt les cultes républicains, pardon, dans la période 1789-1792. Donc il connaissait très bien la question religieuse. C'est comme cela qu'il a abordé la Révolution française, hein. Et puis, à partir de 1904, la soutenance de sa thèse, lorsque son professeur Hollard, qui était Hollard, le grand historien du centenaire de la Troisième République, enfin du centenaire de la Révolution française sous la Troisième République, et qui était le spécialiste éminemment connu, bien sûr, à cette époque, surtout au début du 19e siècle, du 20e siècle, oh, excusez-moi, au début du 20e siècle, et il, a, il s'est rendu compte tout d'un coup que Hollard lui demandait quelque chose qu'il trouvait inadmissible, lui, comme jeune historien. Et Hollard lui avait proposé d'écrire un article dans sa revue, et Mathieu l'a fait, et Hollard, après, ayant lu l'article, lui a demandé de le corriger pour, pour précisément qu'il gomme certains aspects de la politique directoriale par rapport aux catholiques. Bien, il y a une répression menée contre les catholiques par la période dictatoriale. Alors, quand Mathieu a vu ça, alors que lui, il savait que c'était d'inverse, que c'était faux, il a été scandalisé, il était très choqué. Et ça a été vraiment un déclic chez lui très important, un tournant dans sa vie d'historien. Il s'est interrogé sur mais comment se fait-il que quelqu'un, un historien, puisse comme ça vouloir manipuler les interprétations historiques. Donc c'est quelque chose de très fort, hein, chez lui, et qui est tellement fort que sa thèse étant passée en 1904, en 1907, il a décidé de rompre complètement avec toute la tradition de l'art, si j'ose dire, enfin une tradition qui était récente, mais enfin qui avait déjà plusieurs décennies, hein. Et il a fondé lui-même sa société des études robespierristes, c'est comme ça qu'il l'a appelée, et il a créé ensuite sa propre revue qui portait le nom d'Annales révolutionnaires. Et en 1924, il a fusionné avec d'autres chercheurs et ils ont fait ensemble les Annales historiques de la Révolution française, hein, bon, qui est resté pendant très longtemps et qui existe toujours, bien sûr, le centre des études consacrées à la Révolution française, hein. Alors donc, c'était le premier choc que Mathieu avait eu. Le deuxième, ça a été dans la période de la guerre de 14-18. Et il avait été blessé, il avait perdu un œil et il n'a pas pu être mobilisé pendant la guerre. Bon, donc il l'a vu en tant que quelqu'un de l'arrière. Et il a vécu toute cette période-là avec beaucoup de chocs et de découvertes, de compréhension, et ça a approfondi sa perception de l'histoire, sa compréhension des événements historiques sur différents plans. On en avait déjà parlé avec Yannick Boss quand on a fait la réédition des textes de Mathiez sur la Révolution russe et la Révolution française, récemment, hein, puisque on recommence là avec les textes de Mathiez sur Robespierre, un choix de textes, des principaux textes de Mathiez sur Robespierre, qui est important. Bon, alors on avait déjà évoqué cet aspect de la guerre de 14 qui a
qui a vraiment marqué l'évolution de Mathieu. Et puis, il y a un troisième grand choc de sa vie, hein, c'est la question de l'apparition du marxisme. Alors, elle s'est faite depuis la fin du 19e siècle, lorsque la social-démocratie allemande avait créé ce marxisme qui est devenu le marxisme orthodoxe, mais avec des changements hein, divers et variés. Là aussi, on en a déjà parlé dans la vidéo qu'on avait faite avec Yannick et l'édition critique. J'en ai déjà longuement parlé. Bon, je ne reviens pas dessus. Enfin, si, je vais revenir dessus, bien sûr, parce que c'est important. Mais enfin, je renvoie aussi à cette première vidéo qui explique assez clairement le problème. Donc ça, c'est les grands tournants, chocs de la vie intellectuelle d'Albert Mathieu qui ont vraiment euh, joué un rôle important dans sa compréhension de l'histoire de la Révolution française. Hein. Tous ces éléments-là. Et puis donc rapidement, depuis que la revue a existé, la place d'Albert Mathieu et des gens qui travaillaient avec lui, des historiens qui travaillaient avec lui, a commencé à devenir importante et éminente. Et Mathieu s'est intéressé à l'histoire générale de la Révolution française, hein, bien sûr, de 1789 jusqu'au coup d'État militaire de Bonaparte en 1799. Et il a été véritablement... Ce que je veux dire par ici, c'est simplement que Mathieu n'est pas un spécialiste unique du personnage Robespierre. Hein. C'est pas parce qu'on publie ce livre aujourd'hui, avec des articles de Mathieu sur Robespierre, qu'il faut s'imaginer que Mathieu est un spécialiste uniquement de Robespierre. Mais il a été frappé parce que l'historiographie tout au long du XIXe siècle avait choisi Robespierre comme l'incarnation de ce qu'il considérait comme le moment le plus démocratique, le plus populaire ou le plus dangereux, ça dépend des historiens, de la période révolutionnaire. Donc Robespierre, c'était l'image simplifiée, l'incarnation de la révolution populaire. Et donc il n'a pas été seulement un historien de Robespierre, et ça se voit parce que lui, il a véritablement travaillé dans ses très nombreux articles et très nombreux livres. Il a travaillé sur l'histoire générale de la période 1789-1799. Hein. Et il a petit à petit, en enseignant aussi, hein, évidemment, il a découvert la dimension de la République démocratique et sociale qui a été mise en place à partir de la Révolution du 10 août 1792 et qui s'est interrompue avec le 9 Thermidor le 27 juillet 1794. Hein, voilà. Alors, c'est à travers les travaux qu'il a fait sur différentes périodes de 89 à 94 qu'il a véritablement découvert et mis en lumière la politique démocratique et sociale de la montagne et d'un des dirigeants de la montagne qui était Robespierre. Et c'est comme ça qu'il a découvert Robespierre. Car il le dit lui-même, il n'était pas pro-Robespierre au début de ses études sur la Révolution française, pas du tout. Mais il a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose de très obscurci sur le personnage Robespierre. Et alors ça l'a aussi intéressé. Mais il l'a remis toujours dans une histoire générale. Hein. Donc c'est pas quelqu'un qui a focalisé sur un personnage. Hein. Ce qui est quand même une vision de l'histoire qui est parfois assez déformante, hein, bien sûr, évidemment. Alors, sur quoi il s'est appuyé? Il s'est appuyé sur toutes les sources qu'il a pu rencontrer et qui commençaient à être publiées. Depuis quoi? La seconde moitié du 19e siècle. Et encore, il faut voir comment l'histoire permet de se faire. Je vais faire un point quand même qui m'apparaît intéressant sur cette question de comment on fait l'histoire. Comment un événement aussi important qu'un événement comme la Révolution française ou la guerre de 14 ou la Seconde Guerre mondiale, hein, des choses qui peuvent être proches de nous et qui peuvent mieux se comprendre, comment ça se fait ces choses-là? Au début, si vous voulez, la première génération, elle témoigne. Hein. Il y a des témoins vivants et qui parlent et qui écrivent et qui racontent. Et ça, c'est tout à fait intéressant et très important. En même temps, ce n'est pas de l'histoire. Hein. C'est une partie des témoignages historiques.
Et puis, vous avez ensuite la deuxième génération, celle qui a entendu les témoins vivants. Et la deuxième génération a encore des impressions qui peuvent être très précises et riches, etc. Puis ça va s'atténuer évidemment avec les générations qui s'éteignent. Hein, bien sûr, comme nous voyons bien cela avec la guerre de 40, c'est tout à fait caractéristique. Hein, bien. Et alors, les travaux d'érudition, ce qu'on appelle les travaux fondés en érudition, fondés sur les archives, ça vient non pas après, mais ça s'est toujours fait dans le sens où les archives existent parce que ce sont les documents officiels, les documents administratifs, des documents voilà, qui sont accumulés et qui sont conservés dans ce qu'on appelle les archives. Alors les archives sont plus ou moins accessibles selon les régimes politiques, hein, bien sûr, mais enfin bon, en France c'était relativement accessible, encore qu'il y ait des tas d'archives qui soient inaccessibles parce qu'elles sont interdites pendant un certain temps. Bref, ceci dit, Mathieu il s'appuie sur des archives, mais il avait constaté qu'il y avait déjà depuis dans la seconde moitié du 19e siècle des tas d'historiens qui avaient commencé à publier des grandes séries. Alors des grandes séries d'archives qui sont très précieuses, hein, bien sûr. Hollard avait en particulier travaillé à ces questions-là. Les papiers du comité de salut public, les archives du comité de salut public, il a commencé à les publier de façon plus ou moins correcte et partielle. Bon, il y a eu les archives parlementaires qui ont été faites aussi, mais pas par Hollard. Pas au début, c'était pas Hollard qui les avait faites, et qui sont tout à fait précieuses parce que ce sont des recherches sur des papiers officiels, des débats parlementaires, qui pendant la Révolution, il ne faut pas l'oublier, sont vraiment essentiels parce que nous avons affaire à une assemblée unique. Il n'y en a pas deux comme nous en avons. Nous en avons deux. Et qui véritablement élaborait, faisait et décidait la loi. Hein, alors que nos systèmes à nous, avec l'État moderne, c'est tout à fait différent. Hein. D'abord, on a un Parlement qui ne travaille pas tous les jours, alors que pendant la période révolutionnaire de 89 à 94, 95, c'était tous les jours, même le dimanche, que l'Assemblée unique travaillait, se réunissait et discutait éventuellement les lois. Et puis sinon, préparait les débats. Et dans les commissions parlementaires de cette assemblée, on travaillait à la préparation de ces lois. Hein. Vous voyez, donc le pouvoir législatif était véritablement le lieu de production de la législation de la période révolutionnaire. C'est tout à fait important. Alors évidemment, plus on a publié et qu'on continue de le faire, parce que c'est très important, les débats parlementaires et les travaux des commissions parlementaires, vous imaginez tout le nombre de paperasses que ça peut représenter, c'est gigantesque, c'est énorme. Par exemple, les archives parlementaires de la période révolutionnaire, elles ont commencé depuis plus d'un siècle, hein, dans la fin du 19e siècle, et elles en sont encore à la période thermidorienne. Hein, on n'a pas terminé la période thermidorienne. Alors vous voyez combien ça a été lent. Et les publications sont des publications énormes. Alors déjà, il faut les lire. Plus les journaux. Les journaux de l'époque sont extrêmement précieux, bien sûr. Plus on peut publier de journaux, plus c'est intéressant pour les lecteurs qui ont accès à ces journaux, parce que c'est pas toujours facile d'avoir accès aux archives, parce que c'est précieux, c'est fragile, etc. Bon, alors maintenant, on peut aussi avoir des solutions plus aisées avec tout ce qui peut être publié sur Internet, et c'est très pratique, évidemment, c'est très commode. Mais bon, voilà. Alors, donc, Mathieu disposait d'une partie de toute cette documentation, mais pas tout. Il a commencé, lui, à faire l'édition des œuvres de Robespierre, par exemple, mais il n'a vu de son vivant, parce que c'est un gros travail, c'est un gros boulot, il n'a vu que les 3 premiers tomes des œuvres de Robespierre qu'il avait initiées. Il avait trouvé des gens qui acceptaient de faire cet énorme travail. Et il y a 11 tomes au total aujourd'hui. Hein. Vous voyez, bon, donc il n'en a vu que 3, lui. Mais enfin, c'est lui qui a lancé le truc. Mais c'était la même chose pour tous les grands dirigeants politiques, etc. Donc c'est comme cela que l'histoire arrive à compléter des informations qui sont absolument élémentaires. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle il y a des tas d'interprétations, des préjugés, etc., qui font
débat, bien évidemment, et il y a eu des tas de débats sur toutes les interprétations de la Révolution française. C'est pas fini, c'est pas fini du tout. Bon, et chaque période a eu, et chaque parti politique a eu ses dirigeants préférés, hein, voilà. Mais bon, Mathieu, c'était pas dans ce sens-là que, dans le sens de se trouver un héros politique, qu'il a travaillé sur la Révolution française ni sur Robespierre. Il a découvert Robespierre, il a découvert surtout la dimension de la République démocratique et sociale. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Alors pourquoi c'est intéressant? Ben parce que c'était pas encore établi tout à fait clairement. Et pourquoi c'était pas établi clairement? Eh bien parce qu'il n'y avait pas eu ces, de recherches suffisantes pour permettre de comprendre, de saisir à la fois la politique des assemblées de la période montagnarde, hein, de la République montagnarde, et la réception et l'application qui est faite dans la société. Hein. Donc il manquait, il n'y avait pas de monographie à l'époque, au début du XXe siècle, il n'y avait pas de grande monographie sur les mouvements populaires, par exemple. Hein. Donc c'est fondamental de les connaître. Mais ça demande aussi un énorme travail d'archives. J'insiste un petit peu sur les archives pour faire comprendre que Mathieu a été un travailleur acharné à vraiment arpenter les archives nationales à Paris et ailleurs, et dans les départements, pour atteindre une compréhension générale de l'histoire de la Révolution. Il a fait un énorme travail. Hein. Bon, voilà. Mais c'est important, c'est intéressant. Et c'est comme ça qu'il a eu accès pour approfondir des débats et apercevoir des personnages qui n'étaient pas connus, qui étaient dans l'ombre, etc., et qui ont joué un rôle relativement important dans certaines affaires. Bon, et c'est comme ça qu'il a réussi à découvrir des courants de pensée, des éléments du débat, des choses de cette nature qui ont enrichi, avec ces courts articles, qui ont enrichi sa connaissance générale de la période et qui lui a permis de rédiger, de faire des synthèses plus larges. Il l'a fait dans les années 20, hein, c'est-à-dire qu'avant, il a publié des recueils d'articles. Et puis, dans les années 20, il a commencé à écrire ses grands livres. L'histoire de la Révolution française, par exemple, il a commencé en 1922. Alors ça a duré 6 ans, 8 ans, 6 ans. Et puis ensuite, il a fait la réaction thermidorienne, qui est aussi une grosse synthèse, un gros livre. Hein, voilà. Et ensuite, le directoire. Il a commencé, puis il n'a pas fini le directoire. Mais enfin, il avait beaucoup avancé. Et la publication de son travail sur le directoire a été faite par un de ses derniers élèves, Jacques Godchaux, qui était tout jeune et que moi j'ai encore aperçu vivant, quoi. Enfin bon, je veux dire, il y avait un lien, pas de témoin, parce qu'il faut quand même pas s'exagérer, mais non, c'était un peu... enfin bon, voilà, pour vous montrer un peu la chose. Hein. Et donc il a amené petit à petit, de façon prudente, intelligente, ne se sentant pas en état de faire des synthèses. Hein. Bon. Et il n'a jamais fait de livre sur Robespierre en particulier. Hein. Ça a toujours été pour lui, l'important pour lui, c'était de creuser des thèmes sur lesquels il avait repéré les archives, et puis ensuite, quand il avait suffisamment de matériaux, de refaire une histoire synthétique. Hein. Donc voilà, c'est comme cela qu'il a travaillé. Et alors oui, il a découvert donc, de façon concrète, parce qu'on l'avait déjà connue, cette République démocratique et sociale. On la connaissait par quoi? Par qui? Par Babeuf, par Buonarroti, par la conspiration pour l'égalité, hein, qui a échoué après Thermidor. Et Buonarroti a écrit un livre très important, très intéressant en 1928, qui a été publié en 1928, qui raconte l'histoire de la Révolution, enfin l'histoire de la conspiration pour l'égalité, les égaux, enfin le club des égaux, etc. Mais qui est précédé par une brève histoire, si on peut dire, d'une quarantaine de pages,
la Révolution française, et qui est un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Il faut vraiment le connaître. Enfin, c'est intéressant comme tout de connaître la, le préambule à la conspiration pour l'égalité. C'est vraiment merveilleux, c'est un livre extraordinaire. Buonarroti était déjà très âgé. Et lui, il a fait toujours le lien entre la République démocratique et sociale qu'il a vécue, hein, en tant qu'acteur et témoin donc, et ensuite comme historien qui a fait cette histoire à partir de l'échec de la politique montagnarde avec le 9 Thermidor, et puis la conspiration pour l'égalité qui a été la dernière tentative du mouvement populaire en France pour organiser une insurrection, et qui n'a pas pu se faire parce que Babeuf et ses amis ont été arrêtés avant que quelque chose d'organisé puisse se produire. Ils ont été condamnés à mort d'une manière tout à fait abominable, ils ont été mis en cage, enfin bon, et un procès terrifiant dont le détail mérite d'être connu parce qu'il est vraiment intéressant, comme Babeuf défendait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qu'il défendait les droits de l'homme véritablement, et le droit du mouvement populaire tel qu'il avait été développé dans la période de 89 à 94, c'est-à-dire le droit à l'existence comme droit social central, on fait difficilement mieux. C'est vraiment tout à fait intéressant. Et Babeuf a donné lieu à cette époque-là, c'était sous le Directoire, à une législation qui condamnait les gens qui voulaient de nouveau parler d'une déclaration, enfin, qui militaient en faveur de la publication d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, et c'était condamné à mort sous le Directoire. Bon, c'est quand même intéressant de savoir ça. Hein. Bon. Mais enfin, ça fait partie de la destruction, y compris de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été entreprise depuis l'échec de la montagne, le 9 Thermidor et ses suites, jusqu'à Napoléon Bonaparte qui, en 1802, rétablit l'esclavage que la Convention montagnarde avait aboli en s'alliant avec la révolution de Saint-Domingue qui est devenue ensuite Haïti indépendante en 1804. Bon, vous voyez un petit peu l'état de développement de la contre-révolution dans cette période. Mais enfin bon, voilà. Donc je reprends cette question de la République démocratique et sociale que Mathieu a tellement mis à découvert. Hein. Donc on la connaissait par Buonarroti, mais il l'a remise à découvert en tant qu'historien, véritablement. Donc il fallait faire ce début de cette histoire, et ça a été pour Mathieu l'occasion de publier un recueil d'articles importants qui s'appelle Girondins et montagnards, dans lequel il montre quand même, parce qu'il ne veut pas faire une synthèse, il n'est pas en état encore de faire une synthèse sur le sujet, donc il le donne sous forme d'articles, hein, parce que c'est important de comprendre aussi la façon dont il travaille, et qui lui permet de comprendre la distance, l'opposition, les divergences de vues qui existent entre ces deux parties, de la Gironde et de la montagne. Hein, ce qui est gommé par certaines interprétations de l'histoire de la Révolution française, avant Mathieu et depuis après Mathieu. Mathieu a par exemple très bien remarqué il a parfaitement bien remarqué que la question du droit à l'existence était devenue quelque chose de central dans le mouvement populaire. Et il a compris aussi que c'était quelque chose qui venait du bas, qui venait du peuple. Mais il manquait d'études, de monographies sur le mouvement populaire. Il n'a pas eu le temps de tout faire. Il a écrit un livre très important en 1927, à l'époque où il faisait ses synthèses, donc sur cette question de l'histoire sociale et économique et la critique de l'économie politique. Et quand il a découvert en lisant les textes de Robespierre, il a vraiment étudié en profondeur les textes de Robespierre sur cette question de la critique de la politique économique qui était proposée par des théoriciens
qui étaient des physiocrates avant la Révolution française, des Turgotins aussi avant la Révolution française, et puis dont les idées, qui étaient des économistes de type capitaliste, hein, qui avaient un projet très précis de développement du capitalisme, surtout dans l'agriculture essentiellement, hein, bien sûr. À cette époque-là, c'était logique parce que l'agriculture était le centre économique de ces sociétés-là. Et il a vraiment très bien saisi, Mathieu, que le mouvement populaire avait été agressé depuis les années 1750, 60, 70, 75, et à nouveau à partir du début de la Révolution de 1789, avec la première assemblée constituante qui a établi une constitution de l'aristocratie des riches, avec un programme économique qui reprenait le programme des physiocrates, c'est-à-dire une réforme agraire pour exproprier la paysannerie. C'était quand même un peu difficile parce que c'était la population la plus nombreuse de la société française à l'époque. C'était difficile d'exproprier la paysannerie. Hein. Si elle résistait, on se demande comment il pouvait faire. Albert Mathieu a vraiment compris en lisant Robespierre que Robespierre avait été un critique de l'économie politique capitaliste, enfin avec les pratiques capitalistes de l'époque, hein, qui sont ce qu'elles sont, mais qui étaient terriblement offensives et destructrices. Et il a très bien compris que c'était l'enjeu entre la Gironde et la montagne, l'enjeu depuis 1789 entre le côté droit et le côté gauche, comme on les appelait dans la période révolutionnaire. Hein. Et la critique de Robespierre est extrêmement pertinente, parce que Robespierre ouvre ici, comme Babeuf l'a repris d'ailleurs, et Buonarroti ensuite, il ouvre véritablement sur un projet de politique, d'économie politique populaire, comme l'a si bien dit Robespierre, d'économie politique populaire, et c'est-à-dire un projet d'économie alternatif à la politique que menaient les économistes sous la Constituante, sous l'Assemblée constituante, et puis ensuite repris par la Gironde, hein, qui étaient des admirateurs de Turgot, etc. Bien. Et cette critique faite par Robespierre, Mathieu l'a vraiment très très bien analysée. Mais il a été limité dans sa compréhension des choses, toujours par cette question de son manque de connaissance du mouvement populaire. Alors il avait compris qu'il existait, mais il ne le connaissait pas suffisamment. Donc il y a quelque chose qui manque dans son histoire, c'est l'absence du mouvement populaire. Mais je vais y revenir, c'est tout à fait intéressant, on va voir. Parce que ça ne s'improvise pas non plus d'avoir des études sous la main du mouvement populaire, hein, dans les campagnes et dans les villes. Alors il y avait certaines choses qu'on pouvait connaître, qu'on apercevait de façon assez claire et simple, puis il y en avait d'autres qu'on ne voyait guère. Hein. Bon, et là, Mathieu manquait de... Bon, mais ça s'est corrigé ensuite, mais vous allez voir comment, parce que je vais en parler aussi, parce que ça me paraît tout à fait intéressant de centrer la question là-dessus. Donc, Mathieu a très bien senti ce que disait Robespierre. Que disait Robespierre? Eh bien, il faisait une critique de la notion de politique économique, et il comprenait fort bien que la politique des économistes n'était qu'au service de l'aristocratie des riches, comme on l'appelait si bien à l'époque. Hein. L'aristocratie des riches, c'est la façon dont on appelle le projet de constitution de 1791 qui a été mis en application. Et ce projet était donc au service uniquement, non point de la société, et nous avons ici quelque chose qui ressemble éminemment aux politiques que nous subissons aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas une politique qui concerne et qui répond aux intérêts de la société tout entière, hein, ce qui est un objectif républicain, mais c'est une politique qui répond uniquement aux intérêts de l'aristocratie des riches, hein, comme on le dit clairement à l'époque de la Révolution française et comme on le dit assez clairement dans notre société actuelle aussi. Mais enfin, c'est pas la comparaison qui m'intéresse ici, c'est la façon dont Robespierre va
parler de ce droit à l'existence qui va devenir chez lui, dans sa proposition, dans son projet d'économie politique populaire. Vous vous rendez compte du concept que ça représente, l'économie politique populaire? C'est absolument extraordinaire. Surtout que Robespierre le dit par opposition à la politique économique despotique ou tyrannique. Hein, c'est quand même grandiose. Bon. Et Mathieu l'a très très bien analysé et il voit très bien que si Robespierre propose de mettre au centre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le droit à l'existence, ce droit à l'existence devient, comme le développe Robespierre de façon tout à fait claire et distincte, hein, il devient l'élément de la limite, l'élément qui permet pour la législation de mettre la limite à la liberté économique. Hein. C'est-à-dire si la liberté économique met en jeu la vie des gens, dans, par exemple, l'esclavage, bien sûr, ou la liberté des gens, dans l'esclavage, bien évidemment, et c'est l'exemple que donne Robespierre, mais aussi dans la politique économique de liberté illimitée du commerce, qui peut avoir des incidences extrêmement mortelles pour la société. Si vous laissez le prix des subsistances, comme c'est le cas à l'époque, hausser de façon illimitée, comme ça s'appelle, la liberté illimitée du commerce des grains, les grains étant la base essentielle de la nourriture à cette époque-là, hein, pour le peuple, eh bien, ça veut dire que vous acceptez qu'il y ait des famines fictives, factices, tout simplement parce que le prix des subsistances n'est plus accessible aux revenus populaires. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre les revenus populaires et le prix des subsistances, des denrées de première nécessité. Alors pendant la Révolution française, ces denrées de première nécessité ont été non seulement la nourriture, bien sûr, qui est basique, évidemment, mais aussi les matières premières pour les artisans. Hein. On comprend que c'est une notion beaucoup plus large simplement que le fait de se nourrir seulement. Mais enfin, se nourrir seulement, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, donc c'est très important. Et ça devient, dans la proposition que fait Robespierre, le critère pour permettre aux citoyens et aux législateurs de dire halte là, on s'arrête dans cette politique parce qu'elle met en danger la vie des gens. Hein. Bon, vous voyez que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui est, je pense, d'une actualité encore très importante, hein, tout à fait réelle, tout à fait présente. Bon, donc c'est intéressant. Et Mathieu a très bien vu ça. Donc lui, il a compris qu'on avait affaire avec le mouvement populaire et la montagne, les dirigeants de la montagne, à une proposition de république démocratique et sociale, hein, fondée sur la mise au centre de la Déclaration des droits de l'homme, comme premier des droits de l'homme, du droit à l'existence et aux moyens de la conserver. Vaste programme, bien. Mais aussi, ceci s'accompagne de la démocratie. Et la démocratie à l'époque, c'est la démocratie qui est héritée du mouvement populaire. Et c'est là que Mathieu a manqué de ses études sur le mouvement populaire, hein, parce que nous disposons de certaines études aujourd'hui, et on peut se faire une idée beaucoup plus claire et nette de cette chose-là. Ceci dit, Mathieu connaissait aussi quand même l'histoire du Moyen-Âge, l'histoire passée, et les États généraux qui avaient été reconvoqués par le roi en 1789 avaient dû rappeler ce qui avait été suspendu depuis le XVIIe siècle par la monarchie en France, c'est-à-dire la convocation des États généraux. La convocation des États généraux, c'est une institution très ancienne, médiévale, qui existe depuis le XIVe siècle et qui permettait au roi et qui a fonctionné donc du XIVe siècle au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, date de sa suppression, sa non-convocation plutôt, c'est pas suppression, la législation des États généraux n'a jamais été supprimée, hein, bien, et qui est convoqué, qui convoque-t-on? Eh bien, le roi convoque tous ces sujets dans ces États généraux avec des mandataires qui viennent, des élus, des commis de confiance, qui viennent de tous les niveaux de la société, hein, des communautés villageoises, des corps de métiers urbains, et puis des deux corps privilégiés de la société, c'est-à-dire la noblesse et le clergé. Bon, donc c'est quelque chose d'énorme qui était réuni depuis le XIVe siècle pour consentir aux impôts.
pas rien quand même, hein, c'est pas rien. Nous, c'est fini, on ne consent pas aux impôts, hein, on ne nous demande pas notre avis. Bon, et ben à cette époque-là, on le faisait. Et c'est important, c'est intéressant. Et la Révolution a commencé avec la convocation des États généraux, le rétablissement de ce système médiéval d'élection, un système électoral qui est extrêmement démocratique et qui est le suivant, je le rappelle rapidement, celui du comité de confiance, c'est-à-dire que l'Assemblée générale de la communauté villageoise ou l'Assemblée générale des corps de métier ou encore l'Assemblée générale du clergé de la noblesse se réunissent pour élire les députés de leur choix qui sont payés par eux, qui sont mandatés par eux et qui sont donc véritablement mandatés. Ils ont un mandat, hein. C'est-à-dire que s'ils ne respectent pas leur mandat, dans le système électoral de cette institution, ils sont rappelés et ils sont changés, hein. Donc c'est la révocabilité des élus s'ils ne satisfont pas les électeurs. Vous voyez, donc la chose principale ici, c'est bien l'électeur et non point l'élu. L'élu est au service de l'électeur. C'est tout à fait intéressant comme système. Ce système a été repris pendant la Révolution française, puisqu'en 1789, le mouvement populaire s'est retrouvé dans ces assemblées électorales où il a été tout à fait intéressé par la convocation des États généraux. Il a estimé que la monarchie, que Louis XVI avait tout à fait raison de faire cela. Et puis, lorsque les États généraux ont été élus, eh bien, au lieu de rentrer chez eux, ils sont restés en organisation d'assemblée générale. C'est-à-dire ils ont continué là où la chose leur a paru importante, et ça s'est généralisé au début de la Révolution, et ils se sont organisés en assemblée générale communale, locale, pour discuter entre eux. Et c'est l'institution la plus révolutionnaire de la période, hein. Vraiment, c'est l'institution extraordinaire qui s'est interrompue avec la Révolution. Lorsque, en Thermidor, la période thermidorienne a réussi, par la répression, à interdire les assemblées générales et à détruire ce système électoral, alors à ce moment-là, c'est fini, le mouvement populaire ne pouvait même plus se réunir, s'organiser, etc. Mais tout le mouvement populaire dans les campagnes et dans les villes est passé par cette assemblée générale communale où les citoyens qui s'intéressaient aux affaires publiques se réunissaient et ont organisé la suite de la Révolution. C'est-à-dire que s'il y avait des insurrections à organiser, c'était par là que ça se passait. S'il y avait des manifestations à organiser, c'était par des assemblées générales que ça se passait, etc. Hein, bon. Donc c'est quelque chose de tout à fait important. Parce que cette démocratie, c'est véritablement ce que je viens de rappeler rapidement, qui est mis en place. Et dans la période de la montagnarde, cette démocratie représente aussi, depuis le début de la Révolution de 89, mais après la période de l'aristocratie des riches qui a supprimé les droits politiques au peuple et qui a réservé le droit d'élection, d'élire, etc., simplement à l'aristocratie des riches, hein. Mais ceci ayant été renversé par la Révolution du 10 août 1792, on est revenu à partir de la Révolution du 10 août 92 au système des assemblées générales communales qui sont les assemblées électorales. Et ces assemblées électorales ont eu de plus en plus de pouvoirs locaux, et en l'an 2, en 1793-94, c'est-à-dire dans la période montagnarde, c'était au niveau de ces assemblées de sections communales que l'application des lois se faisait. C'est l'expression même de la décentralisation administrative, puisque les élus locaux des communes étaient élus par les citoyens de la commune, et c'était eux qui dirigeaient l'application des lois. Vous vous rendez compte ? C'est difficile de s'en rendre compte parce que nous sommes habitués, nous, à avoir des appareils d'État centralisés qui ont leurs agents particuliers qui viennent appliquer les lois, hein. Donc c'est difficile à entendre cela, mais enfin bon, voilà. Alors ça, c'était les grands caractères, disons, de la République démocratique et sociale montagnarde, hein, que Mathieu a parfaitement bien
repéré. Alors je reviens sur cette question de l'absence de grandes monographies sur le mouvement populaire parce que je crois que c'est intéressant. Je vais développer un point postérieur à Mathieu, mais pour qu'on comprenne mieux l'intérêt de la chose. Ces monographies n'existaient donc pas au XIXe siècle et elles ont commencé au début, fin XIXe et début XXe siècle, mais il y avait par exemple, une des premières thèses sur l'histoire de la Révolution française, une des premières grandes monographies du mouvement paysan était faite par Georges Lefebvre. Georges Lefebvre va être un des successeurs d'Albert Mathiez à la direction de la Société des études robespierristes, donc après la mort de Mathiez. Il avait le même âge que Mathiez. Il est né en 1874, lui aussi. Il est mort, lui, en 1959. Hein, une différence qui est quand même forte. Donc ils avaient le même âge tous les deux et Lefebvre a commencé à travailler sur... il a fait une première... Enfin, il a fait sa thèse sur les paysans du département du Nord. Hein, du département du Nord, c'est-à-dire cette partie du nord de la France qui est frontalière avec la Belgique. Bon, pourquoi il l'a fait? Ça, c'est son choix. Hein. Il faut bien faire un choix, parce qu'on ne peut pas étudier toute la France, c'est pas possible. Il y a beaucoup trop d'archives. Il a fait un travail monumental, magnifique. Moi, j'ai fait ma première thèse sur la question agraire, mais pas sur les mêmes thèmes que Georges Lefebvre, parce que lui, il a fait une énorme thèse d'État, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire un gros morceau de 1000 pages, enfin, énorme, quoi. Bon, et qui lui a demandé un temps gigantesque, bien sûr. Bon, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque, et dans lesquels il est parti sur l'étude de la répartition de la propriété, plus la forme du système agraire communautaire, etc., pour comprendre comment les choses fonctionnent. Hein. Donc c'est un énorme boulot. Et puis ensuite, il a étudié la période de la Révolution. Mais malheureusement, il n'a pas pu connaître la période de la législation agraire montagnarde parce que tout simplement le département du Nord, c'est pas de la faute de Lefebvre, c'est de la faute de l'histoire si on peut dire. C'est parce que ce département du Nord avait été occupé en 1793 au moment de la législation montagnarde qui date de juillet 1793, de juillet-octobre 1793. Eh bien ce département avait été sous l'occupation autrichienne, enfin de l'armée autrichienne. Donc par conséquent, il n'y a pas eu d'application de la loi là. Et Lefebvre n'a pas pu étudier cette dimension essentielle du mouvement paysan, bien évidemment. Bon, donc voilà. Donc ça manque, et c'est tout à fait dommage. Mais il avait fait un autre livre très intéressant qui a été publié en 1931, c'est La Grande Peur. Et la Grande Peur, c'était l'étude de la première grande jacquerie de juillet 1789. Il a fait un livre très très beau, Georges Lefebvre, donc un peu plus tard, puisqu'il avait fait sa thèse en 24. Mais malheureusement, Lefebvre était déjà acquis aux idées de ce marxisme orthodoxe qui s'était développé depuis la fin du XIXe siècle avec la social-démocratie allemande et qui avait repris ce préjugé du développement uniquement centré sur l'économie avec cette idée très simplette et simpliste de la succession mécaniste des modes de production. Hein. Donc c'était les idées de Kautsky, etc., qui consistaient, enfin des sociodémocrates allemands, qui pensaient que il fallait qu'il y ait un certain développement économique pour pouvoir passer au socialisme, au communisme, etc., et qu'il fallait passer par la case du capitalisme. Et alors nous voilà embarqués dans un préjugé assez effrayant qui a fait perdre de vue la réalité de l'histoire et qui est très intéressante en ce qui concerne l'histoire de la Révolution française, qui est très importante parce que c'est précisément à ce moment-là qu'on ne comprend plus rien à l'histoire de la Révolution française si on applique ce schéma non point marxiste, parce que la social-démocratie allemande s'était emparée du nom de Marx. Est-ce que c'était les idées de Marx? Ben non. Enfin,
on ne va pas ouvrir ce débat là maintenant, mais enfin, ce n'est pas les idées de Marx. Et Marx était déjà très critique par rapport à la social-démocratie allemande. Il avait fait cette critique du programme de Gotha. Il était tout à fait inquiet et scandalisé du fait qu'on utilisait son nom de cette façon-là pour dire des choses avec lesquelles il n'était absolument pas d'accord, surtout qu'on n'avait pas demandé son avis. Bon. Et puis la social-démocratie allemande s'est emparée du nom de marxiste, hein. Donc c'est devenu la théorie marxiste orthodoxe, hein. Donc cette orthodoxie qui est née et qui s'est imposée. Et alors ce qui s'est produit chez Georges Lefebvre, et Mathieu l'a vu juste avant de mourir. Il a fait un article critique d'un livre de Georges Lefebvre, qu'il connaissait bien, évidemment. Mais voilà, alors ce qui s'est passé après, parce qu'il ne l'a pas connu ça, Georges Lefebvre a écrit en 1932, parce qu'il ne l'avait pas fait dans sa thèse de 1924 sur le mouvement paysan, il a écrit en 1932 un article « Les paysans et la Révolution française » dans lequel il développe son interprétation de la place du mouvement populaire dans la Révolution française. Alors là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qu'il faut connaître, comprendre, parce que c'est une contradiction qui est terrifiante. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Georges Lefebvre? Eh bien, Georges Lefebvre avait montré, en étudiant le mouvement populaire, et Albert Soboul va faire la même chose, qui est un élève de Soboul. Il a travaillé sur la sans-culotterie parisienne, c'est-à-dire le mouvement populaire parisien, et il va trouver la même chose que Georges Lefebvre. Alors ce que je vais dire sur Lefebvre, Soboul l'a vu aussi et l'a appliqué de la même manière au mouvement populaire parisien. Lefebvre et Soboul, donc après, puisque Soboul a écrit en 1958, il a travaillé sa thèse dans les années 50 et il a terminé en 58, ont mis en lumière, ont découvert quoi donc? L'autonomie du mouvement populaire. C'est comme ça que Georges Lefebvre en parle. L'autonomie du mouvement populaire. L'autonomie du mouvement paysan d'abord, pour Georges Lefebvre, et sans culotte pour Soboul ensuite, c'est-à-dire une capacité d'organisation que je viens de rappeler rapidement avec l'histoire des assemblées générales électorales communales, hein, bon, et qui est le cadre de l'organisation politique du mouvement populaire pendant la Révolution française, mais pendant toutes les périodes de révolte, de revendication, etc., antérieures, hein, évidemment. Bon, et ils mettent tous les deux, alors le premier, Lefebvre, a découvert cela en lumière, ce qui nous permet de comprendre concrètement, avec des preuves à l'appui, des sources tout à fait intéressantes et détaillées, parce que le livre de Lefebvre, comme celui de Soboul, sont magnifiques, c'est très intéressant, mais vraiment. Et qu'est-ce qu'il nous montre? Et moi, j'ai été une élève de Soboul, hein, je travaillais pendant 10 ans sous sa direction de recherche, hein, bon. Et j'étais frappée par l'enthousiasme qu'il avait quand il parlait de la sans-culotterie, de ce qu'il avait découvert dans le mouvement populaire, et qui est effectivement très enthousiasmant. C'est très sympathique, vraiment. Et il y avait une sympathie que Georges Lefebvre a aussi pour la paysannerie, et que Soboul avait pour la sans-culotterie, hein, et qui est très frappante. Et ils ont mis en lumière ça, cette autonomie du mouvement populaire qui est capable de s'organiser, de s'exprimer lui-même, de revendiquer, d'inventer le concept de droit à l'existence, hein, parce qu'on le retrouve dans tout le mouvement populaire, ce droit à l'existence dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, on le retrouve partout. Bon, donc une autonomie sur le plan organisationnel et sur le plan de la réflexion, de la pensée. Le peuple pense, et on le voit penser. Ouf, quel bonheur, ça fait plaisir. Non mais vraiment. Et puis, ils ont voulu, enfin Georges Lefebvre a fait ce travail-là, il a voulu en 1932 faire coïncider la thèse du marxisme orthodoxe que je viens de rappeler rapidement, c'est-à-dire cette lecture de l'économiste, enfin cette lecture économiste qui consiste à transformer l'histoire, c'est-à-dire à empêcher l'histoire d'être comprise. Alors comment est-ce que Georges Lefebvre l'a tourné dans son article des paysans et la Révolution française en 1932? Il a dit le mouvement paysan qu'il aime vraiment, enfin, il a une grande sympathie pour ce mouvement, il est autonome, il est capable de s'organiser,
il est révolutionnaire sur le plan politique, mais il est rétrograde et contre-révolutionnaire, rétrograde sur le plan économique. Pourquoi? Parce qu'il refuse les pratiques capitalistes de l'époque. Il refuse le capitalisme. Alors c'est là qu'on reste pantois. Hein, pantois. On est sidéré de comprendre le travail terrible qu'il y a eu dans la tête de Georges Lefebvre pour découvrir le mouvement paysan autonome, etc., et le montrer et s'en réjouir. Et puis, le faire rentrer dans le cadre d'une interprétation fondée sur un préjugé qui est celui de il faut passer par l'étape capitaliste, donc si on est contre le capitalisme, eh bien c'est qu'on est rétrograde ou contre-révolutionnaire, enfin peu importe. Ça va devenir contre-révolutionnaire d'ailleurs assez rapidement, et c'est ça que le marxisme va ressortir. Enfin le marxisme orthodoxe, attention, c'est pas Karl Marx. Hein. J'espère qu'on comprend que quand je parle du marxisme orthodoxe, tel qu'il s'est fabriqué, mais il s'est fabriqué de façon compliquée. Hein. Alors là, j'ai résumé, mais je renvoie à la vidéo précédente où je l'ai un peu plus développé. Et donc il y a plusieurs strates d'accumulation de préjugés qui font que, voilà, en 1932, Georges Lefebvre, 32, hein, c'est très tôt hein, déjà, en est venu à refuser à aimer le mouvement populaire et à le refuser dans un même mouvement, enfin dans le mouvement qui suit immédiatement, parce qu'il est rétrograde. C'est terrifiant. Je veux dire par là que Georges Lefebvre a certainement dû beaucoup souffrir pour en arriver là, pour arriver à se contredire et à avoir découvert cela et puis devoir le tuer. Hein, c'est terrible. Et Soboul, élève de Lefebvre, donc quand même 20 ans plus tard, ou même plus de 20 ans plus tard, a refait la même chose. Mais moi j'ai vu Soboul, et je me suis dit, ils ont dû souffrir, Lefebvre et Soboul, parce qu'on voyait qu'il souffrait, Soboul quand même, parce qu'il était... il adorait parler de la Sanquéotrie hein, et de la démocratie des sections parisiennes, et trouvait ça, voilà, bon, il y avait quelque chose de vraiment sympathique, il sympathisait fortement avec. Et puis, paf, il fallait ensuite casser le truc, c'est-à-dire, eh ben oui, mais c'est rétrograde, alors voilà, il faut se faire une raison de la chose, et puis voilà, il faut l'accepter. Et je me souviens, je me permets de le dire parce que je crois que c'est intéressant, je me permets de dire que je me souviens fort bien que dans le séminaire de Soboul, il y avait plusieurs étudiants, je ne suis pas la seule, hein, plusieurs étudiants qui étaient très étonnés par la contradiction qu'il y avait dans la thèse de Lefebvre reprise par celle de Soboul. Hein. Et Soboul était un homme intelligent et très sympathique. Et il acceptait que ses étudiants, nous les petits jeunes, là, on vienne formuler des critiques. Formuler des critiques, c'est-à-dire lui dire mais on ne comprend pas, comment c'est possible, c'est inadmissible de penser des choses pareilles, enfin bon, etc. On disait ça avec ce qu'on avait à dire à cette époque-là, et puis avec la naïveté qu'on pouvait peut-être avoir, mais aussi avec la force de l'incompréhension de quelque chose qui est inaudible, enfin bon. Et Soboul comprenait très bien que c'était contradictoire. Il le savait que c'était contradictoire. Il l'avait vécu lui-même hein, dans sa sensibilité et son intelligence de l'histoire. Il le savait. Donc il acceptait d'en parler avec nous et ses étudiants. Ce que je trouve remarquable. Hein. Je trouve ça remarquable. Mais je trouve ça terriblement affligeant d'en être venu là et d'accepter des préjugés pareils. Hein. Bon, voilà. Ça me paraît intéressant parce que c'est important de comprendre comment les choses se sont développées. Et je reviens à Mathieu, qui lui avait été préservé, disons, de cette acceptation d'un tel préjugé, tout simplement parce que lui, il savait, il connaissait, avant que ce marxisme orthodoxe ne domine, et avec ses altérations, avec ensuite la révolution russe hein, qui va venir et qui va conduire quand même
au marxisme orthodoxe stalinien. Je veux dire, c'est quand même pas non plus quelque chose de très léger. C'est plutôt lourd, cette affaire. Donc il y a un gros morceau là. Hein. Mathieu, je le rappelle rapidement, mais enfin Mathieu, quand il a vu la Révolution russe, il s'est enthousiasmé, il s'est dit enfin quelque chose qui va peut-être ouvrir une espérance formidable pour l'histoire de l'humanité, etc. Bon, bref. Et puis, très rapidement, en 1918, enfin 17, 18, 19, il suit ça de très près, 1920, il rentre dans la première formation du Parti communiste français, et puis il ressort très rapidement parce qu'il est absolument désolé et catastrophé de voir que ça n'est plus du tout un projet démocratique tel qu'il avait pu être énoncé par Lénine en 1900, enfin très rapidement hein, dans la Révolution, lorsque Lénine a parlé de soutenir la révolution paysanne et de distribuer la terre aux paysans, et puis tout le pouvoir aux soviets. Hein, dans cette période-là, on pourrait espérer qu'il y a une démocratie qui va sortir de ces soviets et du mouvement paysan auquel on a répondu quelque chose qu'ils attendent, c'est-à-dire l'accès à la terre. Bon, voilà. Alors, malheureusement, ça tourne très mal et c'est plus la démocratie des soviets, c'est malheureusement la dictature du parti unique au pouvoir. Hein. Bon, voilà, c'est ça qui se met en place. Alors évidemment, quand Mathieu a compris ça, il est sorti en courant. Il est sorti en 1922. Donc, il a eu cette expérience qui est une expérience douloureuse, très douloureuse évidemment, hein, bien sûr. Et puis, il a vu Lefebvre. Et il a compris à la fin de sa vie que quand Lefebvre avait publié un livre, une histoire des débuts de la Révolution française avec Sagnac, il a fait une critique, un compte-rendu très critique du livre de Lefebvre parce qu'il était en train de comprendre que Lefebvre était en train d'être gagné par le marxisme orthodoxe des années 1932. Et ça l'a complètement choqué. Alors, donc il a fait ce compte-rendu courageusement, hein, bon, et puis il est mort juste après, enfin, au même moment, enfin, après la publication, quoi, enfin, voilà, c'est dans ce moment tout à fait, voilà. Donc il a aperçu ce qui allait advenir, peut-être, dans sa société, il a vu ce qui était là en train de se fabriquer. Et qui l'a beaucoup inquiété, puisque lui était protégé, si je puis dire, par ses expériences précédentes, et par le fait qu'il avait connu le mouvement des premiers socialistes du 19e siècle qui était sorti de la Révolution française, avec Buonarroti et puis toutes les expériences des premiers socialistes, la première génération des socialistes, qui, au début du 19e siècle, avait commencé à réfléchir, à se faire des projets, à reprendre les expériences de la période de la Révolution montagnarde. Hein. Et voilà, il y a un changement complet de sensibilité à l'histoire qui est intéressant à comprendre, à méditer, à réfléchir. Et je m'arrêterai là.